Je termine juste ma présentation. Alors Mika, donc je l'ai dit tout à l'heure, un des membres initiateurs des passages. J'ai une maîtrise de droit des affaires et j'ai beaucoup œuvré dans l'immobilier. Et depuis 10 ans, je fais de l'accompagnement sur de la, pour les habitats participatifs. Notamment, j'ai accompagné Ecoravi. Et aujourd'hui très spécialisé sur les montages juridiques et financiers des écolieux et aussi de la gouvernance, des mécanismes de gouvernance. Voilà. Et j'habite dans un écolieu à Argumbat, dans le Tarn-et-Garonne. Je vous remercie donc de ces présentations. Donc, je vais rapidement brosser un petit tableau. Et puis, je vous propose après qu'on fonctionne en questions-réponses. Donc, lorsque les collectifs se montent, généralement, je vais parler des 80 ou 90% des cas, et puis il peut y avoir des exceptions, et c'est bienvenu ces exceptions, mais pour illustrer mon propos, je vous donne l'expérience que j'ai en tant qu'accompagnant. Donc, entre 80 et 90% des cas, les gens aspirent à une coopération pour la réalisation du projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la coopération? Ça veut dire que c'est ni une communauté, c'est-à-dire que tout le monde met son patrimoine en commun et le laisse à la communauté, c'est-à-dire que s'il repart 6 mois après, il ne récupère rien. Je prends des formes peut-être un peu caractéristiques, mais voilà. Ni c'est de l'individualisme, c'est-à-dire comme un lotissement où chacun est propriétaire chez soi et fait ce qu'il a envie, puis éventuellement, on peut faire comme dans une copropriété ou une ASL, de temps en temps une réunion où on prend quelques décisions pour le lampadaire, savoir si on remplace par une ampoule économique ou pas. La coopération, c'est un équilibre entre la liberté individuelle et la pérennisation du projet. C'est une articulation entre le je et le nous. Pour mieux marcher, il faut que l'articulation du genou soit bien huilée. Voilà. Donc, c'est un équilibre entre un collectif qui serait dominant sur l'individu ou un individu qui ne jouerait pas en équipe. Voilà ce que veut dire la coopération. Donc, la plupart des projets sont dans cette recherche de coopération. Autrement, ce n'est pas un habitat participatif, c'est une copropriété ou une communauté. On va dire comme ça, de manière caractéristique. Donc, donc, la plupart des groupes aussi qui ont cette volonté de coopération, quand ils vont voir les professionnels du droit, eh ben, ils vont leur dire: «Ah, ben, vous achetez en SCI». Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, plus de la moitié des, des habitats participatifs sont en SCI, une autre moitié est en copropriété. Et alors que ce qui est recherché, c'est la coopération, eh bien, il n'est pas utilisé, curieusement, je dirais plutôt, alors que 80 ou 90% des groupes qui se constituent ont dans leur ADN la volonté de coopérer, ils se retrouvent avec une SCI. Alors pourquoi? Tout simplement, moi qui ai fait une maîtrise de droit des affaires,
je n'ai jamais étudié la coopérative. Alors, je me suis dit, c'est peut-être dans mes 5 années de droit, finalement, j'ai dû passer à côté. Je n'étais pas attentif, je devais être amoureux à ce moment-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai travaillé il y a 10 ans et qu'on a élaboré cet élément-là avec Ecoravi, je suis allé rechercher mes livres de droit de l'époque. Il n'y en avait aucun qui citait la coopérative, ou quand il a cité, c'était la coopérative agricole pour mettre un chapitre de 2 lignes. Alors que sur les autres, sur la SCI, il y avait des livres entiers ou des parties entières des chapitres. En fait, si c'est jamais proposé la coopérative, c'est qu'il y a très très peu de professionnels du droit qui connaissent la coopérative, que ce soit notaire, que ce soit avocat, que ce soit expert comptable. Pourtant, les coopératives représentent, je crois, autour de 15% du chiffre d'affaires en France. Or, bien évidemment, ce n'est pas les petites coopératives, c'est un détournement de l'objet coopératif par principalement les banques. Le Crédit Agricole est une coopérative, le Crédit coopératif ou la Banque Populaire. Voilà, il y en a tout un tas qui sont sous forme coopérative, mais je dirais que c'était juste une niche fiscale financière après la Seconde Guerre mondiale qui les a poussés à être en coopérative. Donc, il y a des grosses coopératives qui ont… Ça ne correspond pas vraiment à l'état d'esprit. Et puis, voilà, il y a quand même cette coopérative, à quoi elle correspond? Elle correspond à un système juridique qui a été élaboré en Angleterre par les ouvriers et qui a été petit à petit répandu dans toute l'Europe et même qui existait aussi au Maroc, par exemple, depuis plusieurs siècles, dans l'habitat en plus. J'ai appris. Bon, voilà. En tout cas, c'était vraiment l'idée de coopération. Et c'est quelque chose qui a été pétri vraiment par différentes catégories de citoyens qui ont voulu faire un système qui n'était pas basé sur l'argent, mais qui permettait d'utiliser l'argent de manière humaine. Et c'est comme ça qu'on a eu les coopératives salariées, les coopératives agricoles et différentes coopératives qui se sont montées. Aujourd'hui, les coopératives pour l'énergie, pour mettre du photovoltaïque ou Enercop ou des choses comme ça, c'est vraiment un élan citoyen et où on se dit, contrairement à toutes les autres formes juridiques, dans l'ADN de cette structure de la coopérative, on va indiquer qu'une personne égale une voix sans considérer l'argent qu'il a mis. C'est-à-dire dans toutes les autres formes, on va considérer que c'est l'argent qui est la clé du pouvoir. Dans une coopérative, ce n'est plus l'avoir qui est dominant, c'est l'être. Une personne égale une voix, quelles que soient les variations d'apport qu'il peut y avoir entre les personnes, quels que soient les rachats qu'une personne peut faire sur d'autres associés. C'est toujours une personne égale une voix. Donc, on est dans le participatif, on est dans le cœur du participatif. Alors, il y a certains juristes, comme ils ne connaissent pas la coopérative, ils ont essayé de tordre d'autres sociétés, et notamment la SCI, en disant, mais c'est facile, on donne le même nombre de parts à chacun. Sauf que l'état d'esprit n'y est pas.
l'ADN n'y est pas. Et que quand un juge va devoir interpréter les statuts, ben, dans le cadre d'une SCI, l'objectif clairement affiché d'une SCI, c'est d'acheter un bien en commun pour réaliser une plus-value, de gagner de l'argent. L'objectif d'une SCI, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas de réaliser un projet, c'est de gagner de l'argent. Le seul intérêt d'une SCI, et vous avez le droit de le rechercher, c'est pas c'est pas à moi en juger, c'est à vous en fonction de votre projet. Mais il faut être clair, le seul intérêt d'une SCI, c'est qu'au bout de 30 ans, vous êtes exonéré des plus-values. Si c'est ce que vous recherchez dans votre projet, allez plutôt vers une SCI, au moins vous aurez des avantages. Parce que tous les autres avantages, ils sont illusoires. Vous les trouverez davantage dans la coopérative de manière standardisée. De l'autre côté, vous allez tordre un peu la réalité juridique, ça marche tant que vous entendez. Mais le jour où il y a un juge là-dedans avec plein d'avocats qui se disputent, vous allez perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et vous allez voir que c'était complètement illusoire, le montage que vous avez fait. Pourquoi? Parce que vous avez essayé de tordre la réalité juridique. L'essence même de ce qu'est une SCI. L'essence même de ce qu'est une SCI, c'est une société spéculative qui a un avantage fiscal majeur qui est l'exonération des plus-values à 30 ans. Par contre, vous ne pourrez jamais empêcher qu'une personne qui a plusieurs parts puisse voter à proportion de ses parts. Au départ, oui, vous pouvez vous répartir. On est 10, on fait 10 parts et puis chacun a une part et donc c'est une personne égale une voix. Sauf que demain, vous ne pourrez pas empêcher qu'une autre personne achète une deuxième part et que du coup, il a le double des autres. Et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis ainsi de suite, quoi, voilà. Et qui peut rechercher ça par avidité financière. Parce que le bien a pris de la valeur et que finalement, de racheter des parts à des gens qui sont dans le besoin lui permet de gagner en pouvoir et aussi de spéculer pour gagner à terme plus. Donc, vous allez partir tout de suite sur quelque chose qui laisse la porte ouverte à des avidités qui, dans le temps, ne pérenniseront pas le projet. À l'inverse, en coopérative, on peut couper complètement l'avidité de l'argent, qui est souvent un moteur très fort, pas dans un premier temps, tant qu'on rêve, qu'on crée le projet, tout ça, tout va bien. C'est par la suite que ces avidités vont se présenter. Et là, il est important de couper l'avidité du gain. Où c'est qu'il est l'avidité du gain? C'est la distribution des bénéfices. En coopérative, et seulement en coopérative, on peut faire des réserves impartageables. C'est-à-dire que les bénéfices d'une année pourront être mis dans une réserve comptable, mais qui ne pourra jamais être distribuée aux associés. Alors, dans une autre forme de société, quelle qu'elle soit, hein, SCI, SARL ou autre, on peut toujours dire « je renonce à distribuer les bénéfices ». Mais ce renoncement d'une personne une année, quoi, du groupe une année, fait que au fur et à mesure que ça va se passer, au bout de 10, 20 ans, la cagnotte va être énorme à se distribuer et ceux dans 20 ans pourront dire « Oh mais attends, on va se distribuer la cagnotte parce qu'elle est immense ». Et du coup, ce n'est pas ceux qui l'ont gagné qui vont avoir l'argent, c'est ceux qui vont venir après coup. Et la tentation va être énorme parce qu'il y aura le bénéfice cumulé de 20 ans.
Dans une coopérative, chaque fois que vous mettez en réserve, ah mince, j'ai perdu le nom, mais qui ne peut pas être distribué, hein, voilà, il y a une type de réserve qui est prévue par la loi, et ça là, chaque fois que vous mettez de l'argent dedans, les personnes ne pourront jamais se le distribuer. Pas dans les exercices futurs, et même si on venait à vendre le bien immobilier, à liquider la coopérative, les bonus de liquidation ne sont pas distribués aux associés, mais à une autre coopérative qui a le même objet, un peu comme dans une fondation ou une association. Donc, il n'y a pas de possibilité de gagner par là de la plus-value ou de l'enrichissement. Le principe de la coopérative, c'est que j'amène un financement pendant que je jouis du bien et je repars avec ce financement, qui peut être indexé ou pas, qui peut être, voilà, il y a tout un tas de formalités, mais je ne bénéficie pas de la plus-value. Si le projet prend de la valeur, je considère que c'est le projet qui le mérite et je le laisse au projet pour qu'il se pérennise dans le temps. Donc là, c'est un changement complet de philosophie. Deuxième chose, c'est l'avidité du pouvoir. En coopérative, dans la loi même et dans l'ADN même de la coopérative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire différemment dans une coopérative. Une personne égale une voix. Dans les autres sociétés, on peut magouiller un peu là-dessus, mais on ne pourra pas empêcher que ça se produise. Donc déjà là, vous voyez la grosse différence qu'il peut y avoir entre la coopérative et la SCI. Je termine juste en disant que la SIC, parce que certains ont cet élément-là, c'est une coopérative. Une SIC, hein, ce n'est pas une SCI, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est une petite option qu'on va rajouter à la coopérative. Donc, quand je parle de coopérative, ça peut être aussi bien la SIC que la coopérative. Voilà. C'est une question qu'on peut traiter, mais qui n'est pas essentielle dans la grosse majorité des interrogations, qui est est-ce qu'on fait une SCI ou est-ce qu'on fait une coopérative? Je vous laisse un petit peu la parole, si vous voulez bien, et de poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Les groupes, principalement. Oui, le collectif Victoire. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme différence en termes de frais de création, par exemple, entre les deux ou entre... Ouais. Alors, Ouais, je te réponds, c'est quantité négligeable à la création de différence entre les deux. Ça se situe à moins de 100 euros. ok. Par Et contre, par contre, si tu veux bien, hein, ouais, euh, sur les changements de part, d'un côté, on est à 0,1% dans la coopérative. Dans la SCI, on est à 4,5%. Dans la SCI, les 4,5% s'appliquent à la valeur de la proportion du bien immobilier que représentent les parts. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis, on est 5, on a mis tous 100 000 euros. Si on revend 10 ans après ces parts à 200 000 euros, on va payer 4,5% sur les 200 000 euros. Alors que dans la coopérative, si on a pris tous une part à 1 000 euros, parce qu'on verra que les apports ne se mettent pas en capital social, mais en compte courant d'associés,
ce qui donne beaucoup plus de souplesse, qui permet de créer après un modèle de banque interne, hein, et différentes choses de solidarité. Bon, il y a tout un ensemble là. Mais en tout état de cause, si si je prends une part à 1 000 € à l'entrée et que le bien multiplie par 10 sa valeur, quand je repars, je revends toujours ma part à 1 000 € et donc je paye toujours que 1 euro de frais au lieu des 9 000 € de l'autre côté. Donc voilà une première différence. C'est quand il y a des changements d'actionnaires, de membres, là, il y a un surcoût bien plus important sur la SCI. Après, certains disent, ah, mais la SCI, c'est plus cool parce qu'on n'a pas à faire des comptes avec un expert comptable. Alors, ça, par expérience, c'est un très mauvais calcul. Parce que oui, on peut se passer. On peut s'en passer parce qu'il n'y a pas l'obligation de publier au tribunal de commerce. Mais le jour où il y a un problème avec un associé, le jour où vous voulez faire une transformation de statut, le jour où différents événements vont se passer qui, forcément, au cours de la vie de la société, vous devez fournir un bilan, on va vous dire, ah, mais ce n'est pas le bilan de cette année. Pour me donner un bilan, il faut que vous reconstituiez les bilans des 10 dernières années. Et là, ça va vous coûter bien plus cher que de l'avoir fait chaque année, parce qu'il faut reprendre tout. Et il faut retrouver tout. Et que là, vous risquez un gros contrôle fiscal. Donc, l'économie de dire on ne prend pas d'expert comptable une année, c'est une économie de bout de chandelle parce qu'on a des experts comptables au passage qui peuvent vous accompagner pour 100 € par mois. Donc, ça fait 1 200 € par an. Ben, et vous aurez forcément besoin un jour de reconstituer votre comptabilité depuis l'origine de l'achat. C'est-à-dire que si ça se produit 30 ans après, c'est pour fournir un bilan de l'année, il vous faudra refaire le bilan de 30 ans. Je vous laisse imaginer le boulot que ça peut être et les incohérences qu'il va y avoir qui vont forcément vous entraîner des contrôles fiscaux. Voilà. Et à la revente des parts, là, l'écart, il est monstrueux. Donc, si, contrairement à l'idée souvent qui est répandue, que j'ai entendu dire plusieurs fois, y compris de la part de notaires, hein, c'est moins cher une SCI qu'une coopérative, ça vient surtout du fait qu'ils ont une méconnaissance de la coopérative. Du coup, on a une question sur la fiscalité des différentes structures. Oui. Alors, là aussi, la fiscalité dans une coopérative, dans le mécanisme financier, l'ingénierie financière, comme dirait Circo, que l'on amène, elle est égale à 0. Vous avez juste la possibilité éventuellement d'être créditeur de TVA si vous rentrez dans un cas. Mais bon, je dirais ça, c'est assez marginal, donc il ne faut pas le choisir pour ça, sauf si vraiment vous avez des activités qui peuvent être intéressantes. Voilà. Dans la SCI, la fiscalité alors repose pas sur la structure collective, hein, la fiscalité va reposer sur chacun des membres. C'est-à-dire chacun va payer ses impôts par rapport à sa propre feuille d'impôt. Alors que si la coopérative venait à faire du bénéfice, ça serait payé par la structure et indépendamment des personnes, de la situation des associés. Mais comme je vous dis encore une fois, ça serait vraiment un cas exceptionnel parce qu'en fait, on est à la fois sur des bénéfices impartageables. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique.
Et en plus, le mécanisme qu'on met en place fait que vous n'avez pas de bénéfice au moins sur 100 ans. Donc, et après 100 ans, on verra bien les lois fiscales et il y aura encore certainement d'autres possibilités. Hein, voilà. Le gros avantage, par contre, encore une fois, de la SCI, c'est si vous souhaitez faire de la spéculation immobilière, ben, vous êtes dispensé de la plus-value au bout de 30 ans, ce qui n'est pas le cas dans la coopérative, et même pire, on vous propose, au passage en tout cas, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun moyen de spéculation. On parle donc là de l'aspect financier et on parle d'experts comptables. Dans une société par action simplifiée, coopérative à but non lucratif, comme on vient de le voir avec les réserves impartageables, quelles sont les obligations comptables, en fait, la masse de travail, d'investissement comptable, juridique qu'on doit produire chaque année au long de l'exercice, quoi. Comment ça fonctionne? Alors, strictement la même que dans toutes les sociétés, c'est-à-dire de sortir un bilan comptable et faire une assemblée générale. La différence, c'est que dans les structures capitalistiques, parce que la coopérative est rangée dans les structures capitalistiques, l'obligation est surveillée par le greffe du tribunal de commerce, alors que dans une SCI, ce n'est pas surveillé. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ce n'est pas surveillé chaque année, il arrive toujours un moment où vous en aurez besoin. Et du coup, il faut rattraper. C'est-à-dire que oui, dans une SCI, vous n'êtes pas obligé de faire vos assemblées générales. Puis un jour, il y a un associé qui n'est pas content, qui veut partir et qui ne veut pas respecter les règles que vous avez établies. Ben là, il vous tient. Voilà. Donc, dans les faits, dans une SCI, vous avez toutes les obligations d'une coopérative ou d'une autre société, c'est-à-dire de faire votre bilan et de faire une assemblée générale. Vous n'êtes dans aucune structure, vous êtes obligé de prendre un expert comptable. Et dans les deux structures, vous pouvez tout à fait tenir une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire pas en double écriture, qui vous simplifie tout à fait le cas. Par contre, un expert comptable qui s'y connaît réellement dans les problématiques de l'habitat participatif pour optimiser. Hein, voilà, on va dire comme ça. Et puis surtout, il y a les lois fiscales changent régulièrement et de temps en temps, il y a des opportunités où régulièrement, il y a des choses où il faut faire attention. Et l'expert comptable va être là pour ça. Et puis, le fait d'avoir un expert comptable, c'est aussi pour rassurer les prêteurs extérieurs. Et là, c'est aussi une grosse spécificité de la coopérative, c'est que en coopérative, on va pouvoir attirer et rassurer des prêteurs extérieurs. Alors que dans les SCI, on y parvient très très peu, très mal, et ça s'explique aisément. Alors pourquoi? D'une part, parce que le but de la coopérative, c'est de pérenniser un projet. Vous avez le projet de faire un écolieu avec une grande salle de yoga, de la permaculture, voilà, différentes choses. Ça a du sens pour un investisseur. Et il sait que l'argent qu'il met sert à pérenniser ce projet-là et que les associés vont partir, ils ne feront pas de plus-value, ils auront contribué à la réalisation de cet objet-là. Dans une SCI, malgré tout, le projet, c'est de faire une plus-value immobilière personnelle. Donc, celui qui n'est pas habitant, il va se dire, mais pourquoi je mettrais de l'argent bénévole, sans intérêt, dans un projet qui sert à loger des personnes et à la fin,
à ce qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. Il y a très peu de projets en SCI qui arrivent à collecter de l'argent extérieur, hormis éventuellement de l'entraide familiale. Par contre, dans la plupart des coopératives qui se créent au passage, eh ben, il y a des prêteurs solidaires. Et dans des proportions assez aisément dans les 300 à 500 000 euros. Et pour vous dire, Ecoravi, par exemple, est à 1,4 million de prêteurs solidaires. Donc ça, c'est une des grosses différences. Et je rajouterai là-dessus, c'est qu'un prêteur en SCI, un prêteur, voilà, on va voir, il s'engage au-delà de ce qu'il a prêté. Alors que dans une coopérative, il ne s'engage que dans la limite de ce qu'il a prêté et aucun créancier pourra venir le chercher sur le reste de son patrimoine personnel. Dans une SCI, les créanciers pourront venir chercher sur le reste du patrimoine personnel. Voilà, je vous simplifie un petit peu les choses, mais voilà, les axes sont là. Et en le développant, on voit encore plus précisément ces éléments-là. Alors nous, on aurait une question du coup sur les frais d'un passage de SCI en COP. Alors, je suis actuellement au hameau des Boues, En procédure. qui est transformé de SCI en coopérative. Et on a une petite dizaine de groupes qui sont installés déjà depuis plusieurs années et qui sont en transformation. Les frais sont assez réduits. Alors, ça dépend de l'importance et autres. Qu'est-ce qu'il y a comme frais? Il y a l'accompagnement des passages qui est très, 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 très cher. Donc, c'est pour ça. La deuxième, c'est il va falloir prendre un commissaire aux apports dans la transformation. Les passages vont vous servir pour vous accompagner, pour faire les statuts, pour vous aider à faire vos statuts de coopérative. Mais attention, on en a parlé ce week-end, on était avec plusieurs membres de Ecoravi et on leur a attiré l'attention sur le fait que beaucoup de gens, ils ont eu une belle volonté de mettre à disposition tous leurs documents, qui a été vraiment une belle volonté et ça a permis de vulgariser un petit peu ce mode-là. Par contre, beaucoup de personnes croient que dans les statuts, tout est réglé. Mais si on ne comprend pas les mécanismes qui sont derrière et qu'on ne les met pas en œuvre, on arrive rapidement à ce que l'outil se retourne contre soi. Hein? Un couteau, si on sait l'utiliser, c'est très utile, mais si on ne sait pas l'utiliser, ça peut être mortel ou dangereux en tout cas. Hein, ben voilà, je dirais un petit peu, c'est ça. Donc, au passage, on vous accompagne pour que vous compreniez les mécanismes qui sont derrière, les choix qui vous appartiennent, la compréhension par l'ensemble du groupe des statuts, parce qu'il ne s'agit pas qu'il n'y en ait que 2-3 qui maîtrisent les statuts et qu'en permanence les autres se disent est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça c'est interdit? Est-ce que… Non, il faut que ce soit l'ensemble. Vos statuts, c'est la façon dont vous faites société. Donc, c'est le contrat social que vous passez entre tous. Donc, chacun doit se l'attribuer. Et c'est pour ça qu'on a travaillé depuis 10 ans à la simplification des statuts pour qu'ils soient compréhensibles par toute personne, y compris quelqu'un qui n'a jamais fait d'études de droit, y compris quelqu'un qui est un artiste, qui est un… Voilà, n'importe quoi. Voilà, c'est mon défi. Et s'il y a une seule ligne qui n'est pas comprise, je suis prêt à y passer le temps qu'il faut pour que
tout le monde puisse la comprendre. Les statuts, c'est important, mais c'est important à comprendre. Voilà, de connaître les mécanismes qu'il y a derrière de gouvernance, comment les décisions sont prises, mais aussi ça fait appel à quelles valeurs individuelles. Et surtout, il faut savoir que la physique quantique nous apporte ça, que nous créons notre réalité et que toutes les personnes qui étudient les sociétés ont vu que la spécificité de l'être humain, c'est de créer des croyances à partir des imaginaires communs d'un collectif. C'est-à-dire que, par exemple, l'argent, ça n'a aucune valeur en soi. C'est parce qu'on a créé un imaginaire collectif qui dit que ça a de la valeur, que des billets qui serviraient juste à allumer le feu ont une valeur. Ou même pire, que des zéros affichés sur un écran d'ordinateur peut avoir une valeur, sans même qu'on sache d'où ça vient, quels sont les ordinateurs qui font ça, quelles sont les bases de calcul ou autres. Mais c'est juste qu'on a cet imaginaire-là qui est devenu une croyance sur lequel on bâtit nos réalités. Les statuts, il va être nécessaire de pétrir cet élément-là, d'établir des croyances et derrière donc un imaginaire collectif. Donc ça, c'est l'accompagnement des passages et puis aussi les mécanismes financiers qui vous permettront d'être dans une abondance financière. C'est un autre aspect que je laisse les accompagnants développer. Donc, quels sont les coûts pour passer? C'est d'avoir un commissaire aux apports. On a dans les passages un commissaire aux apports, un expert comptable commissaire aux apports qui prend, suivant les cas, entre 1 500 et 3 000 euros ou plus. Voilà. Évidemment, le changement de statut, il va falloir payer quelques publications, des frais de changement de statut. Allez, 200, 300 euros. Et puis après, il y aura une petite éventuelle régularisation sur les apports et autres. Et vous aurez peut-être entre 1 000 et 2 000 euros, allez jusqu'à 3 000 euros de droits d'enregistrement. Voilà, donc il ne faut pas prendre tous les maxis. Entre 3 et 5 000 euros, généralement, vous vous en sortez très bien. Sans l'accompagnement. Hors accompagnement, qui est entre 3 et 6 000 euros en fonction de la complexité de votre cas. Et un accompagnement collectif plus un accompagnement personnalisé. Et quand il y a un emprunt bancaire en cours, est-ce que ça complique l'opération ou Alors, ce qui n'est pas compris dans ce que j'ai dit, c'est tout ce que vous allez devoir investir en temps du collectif et qui va être un approfondissement de votre raison d'être réelle, appliquée dans la matière réelle. Et ça, c'est très précieux. Et deuxième chose, quand il y a un crédit, il n'y a aucun problème que ça bascule, mais il faut que la banque soit d'accord. Voilà. Donc, c'est un problème. Ça peut être un problème. Non, pour la banque, c'est pas un gros problème. La seule chose, c'est que s'ils ont une hypothèque sur le bien, ils gardent une hypothèque sur le bien. Votre changement de statut ne change pas la sécurité qu'ils ont pris. Après, la deuxième chose, ils vont regarder est-ce que les loyers couvrent les remboursements. On ne va pas changer cela non plus. Voilà. Donc, il y a quelques éléments à leur apporter pour les rassurer et ça pourra se faire, mais effectivement, il faudra demander aux banques. Voilà, c'est ce qui a été fait au Hameau des Buis et on a pu revoir là-dessus. Et puis, des fois, ça se produit que la banque dise non et on peut retrouver une autre banque.
Oui. Voilà, c'est pas, ça demande un peu plus de boulot. Hein, voilà. Nicole? J'avais une question. Nicole qui passe, qui est impatiente. Et tu Non, as raison. non, c'est que je voulais simplement, j'ai une question à poser. Nous, à Boîte Brindille, on a mis la valeur de la part à 100 €. Est-ce qu'il y a un inconvénient à ça? Aucun. Ça n'a aucune importance puisque les apports, il y a deux croyances limitantes au niveau des apports. La première, c'est qu'on dit les apports, c'est dans le capital social qu'on le met. La deuxième, c'est que ça doit être mis, il n'y a que des apports initiaux. Et ça vient de la première croyance parce qu'on le met dans le capital social. Et le capital social, il n'est pas fait pour trop bouger. Alors que, en fait, dans l'économie réelle, hein, je dirais dans l'économie financière, et vraiment dans tout le mécanisme. Et là, voilà, c'est un sujet que j'ai travaillé avec les gens du hameau début aujourd'hui. Hein. On a tout intérêt à non pas le mettre dans le capital social, les apports initiaux et futurs, mais en compte courant d'associé. Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé? C'est comme un compte bancaire, sauf que votre argent, au lieu que ce soit le banquier qui l'utilise, c'est vous qui l'utilisez pour votre projet. Et ça, comme votre compte bancaire, chaque jour, vous pouvez faire des dépôts et vous pouvez faire des retraits. À la banque, vous signez une convention de compte courant. Eh ben, quand vous faites l'ouverture de compte, vous signez une convention de compte courant bancaire. Ben, avec la société dans laquelle vous êtes actionnaire, vous allez définir vos propres conventions de fonctionnement du compte courant d'associé, qui va être un équilibre entre la liberté individuelle de retirer à tout moment son argent et la pérennité du projet. C'est ni ça doit aller d'un côté, c'est-à-dire la pérennité du projet impliquerait que vous ne pouvez jamais retirer votre argent, mais là, on ne serait pas dans la coopération. Et la liberté individuelle, ce serait que je peux tout retirer immédiatement, mais là, ça ne pérennise pas le projet. Donc, en fait, on va définir des règles qui permettent de retirer progressivement son argent à certaines échéances et dans certaines conditions. Quelqu'un dans le groupe disait que 100 €, ça ne donnait pas confiance aux banques si on faisait un emprunt, parce qu'on n'aurait pas un capital assez important. Je vais vous dire, j'ai été promoteur immobilier dans ma vie, en faisant des immeubles de plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des structures juridiques qui étaient à 1 000 €. Les banques, elles s'en foutent du capital social. Ce n'est pas ce qui leur donne une garantie. Parce que le capital social, ce n'est pas une cagnotte que vous mettez de côté au cas où quelque chose. C'est de l'argent que vous utilisez. Ce qui importe un banquier, et d'ailleurs sa garantie, il ne les met pas généralement en nantissant vos parts, il les met en prenant une hypothèque sur le bien immobilier. C'est ça. Donc, ce qui l'intéresse, c'est quelle est la valeur du bien immobilier par rapport à ce que j'ai prêté, parce que si je saisis que je vends aux enchères, je ne vais pas pouvoir récupérer 100% de la valeur, mais 70 à 80% du montant. Donc, c'est pour ça que généralement, les banquiers exigent au moins 20% d'apport. D'accord. Deuxième garantie qu'il veut, c'est de dire est-ce qu'ils vont être capables de rembourser les mensualités. Donc, est-ce que les loyers ou voilà ce que mettent les gens qui sont dans le projet, que l'on appelle loyer, apport, peu importe. Redevance. Les redevances, voilà, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Il faut rentrer plus loin dans le système pour voir. Et puis, c'est des qualificatifs qu'on va donner vis-à-vis de l'extérieur parce que ça sera intéressant. Par exemple, les loyers, ça permettra d'être payé par la CAF. Donc, on verra toutes ces dénominations. On va faire de l'aïkido systémique pour utiliser le système pour votre projet. Ce qui est important pour le banquier, c'est est-ce qu'il y a une source d'approvisionnement régulier
qui va permettre de payer mes mensualités pour pas que j'ai à saisir. La saisie, c'est la deuxième sécurité. Mais d'abord, je m'assure de la première parce qu'en plus, il serait responsable de vous prêter en sachant très bien que vous ne pouvez pas rembourser les mensualités. Donc, il est obligé de se rassurer de ça. Troisième élément que regarde un banquier, c'est de se dire, je veux quand même que ce soit un peu stable et surtout sur les gens qui comprennent, qui maîtrisent le système financier qui m'a été expliqué. Donc, généralement, il demande que au moins une personne, le président ou le gérant ou autre, se porte caution personnelle. C'est uniquement, c'est pas, il n'a pas besoin d'être riche. S'il est riche, c'est que mieux. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est d'avoir un interlocuteur qui puisse venir et discuter d'une situation difficile pour voir comment on étale la créance, comment… Le banquier, il n'a pas intérêt à saisir. Il le fait vraiment que s'il n'a pas d'interlocuteur. Mais il préfère avoir un interlocuteur et proposer un étalement. Pour ça, il faut qu'il ait un interlocuteur qui se sente responsable. Pour qu'il se sente responsable, il prend sa caution personnelle. Mais il faut savoir que chaque fois qu'un banquier essaye de faire jouer une caution personnelle et que le gars prend un avocat, il a 9 chances sur 10 pour ne jamais régler la banque. Parce qu'il y a toujours une faille. C'est pour ça qu'il vous demande des pages et des pages d'écriture pour essayer de se rassurer, le banquier, mais en fait, les avocats trouvent toujours un moyen pour échapper à la caution personnelle de celui qui se porte caution. Donc, ce n'est pas là où est la plus-value de la caution personnelle pour le banquier, c'est qu'il y a quelqu'un qui va être emmerdé malgré tout si ce n'est pas réglé. Donc, il va trouver un interlocuteur qui va chercher à résoudre le problème. Et il préfère ça. Voilà, en gros, je caricature, mais vraiment, c'est les 90% de ce que va regarder un banquier. Le capital social, mais même pas, il y passe 2 secondes. Juste, il va le marquer parce que c'est une des caractéristiques de votre société, comme le numéro CABIS. Voilà, comme le siège social. Mais ça n'a aucune importance. Ok, merci. Nicole, et s'il y a une autre question. Je peux poser une question par rapport au capital social, justement. Du coup, donc on voyait que les coopératives, c'est un capital variable. J'ai vu plusieurs informations un peu contradictoires sur ce que ça implique. Quand on établit un capital variable dans les statuts, quand le capital change, est-ce qu'il faut que ce soit mentionné quelque part ou pas, ou est-ce qu'on est assez libre de changer le capital à n'importe quand et n'importe comment? C'est tout l'avantage du capital social variable, c'est que vous êtes totalement libre de le changer. Et d'autant plus avec les dernières mesures législatives qui ont été prises au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire qu'avant, il fallait fixer un minimum et un maximum de variation. Aujourd'hui, on va dire quasiment qu'il n'y a plus rien. Vous pouvez le faire varier comme vous voulez. Et il n'y a aucune procédure de publication ou d'enregistrement de ces variations-là. Il suffit simplement que ce soit tenu sur un registre. Le registre des mouvements de parts, qui est aussi le registre qui enregistre les ventes des parts, ainsi de suite, et qui peut être tenu de manière informatique. Mais ce que je recommande au groupe, c'est de le tenir vraiment de manière manuelle, celui-là, parce qu'il est une base importante pour s'y retrouver. Voilà, de savoir s'il y a quelqu'un qui est parti il y a 10 ans, est-ce qu'il avait vendu sa part? Parce qu'il peut vendre. Et puis finalement, comme c'était 100 €, il n'a pas demandé le remboursement de sa part. Mais un jour, dans un vote, ça peut être nécessaire de savoir s'il est encore actionnaire ou pas. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots du coup sur la différence entre SAS et SIC? Alors, une SIC peut être une SAS.
Alors, une SIC, c'est une société à 3 niveaux, à 3 étages. Comme une fusée un peu, voilà, les statuts sont à 3 niveaux. Le premier niveau d'une coopérative ou d'une SIC, c'est une société capitalistique. Alors, c'est un peu contre-intuitif, j'en conviens, mais en fait, une société capitalistique réduit les égaux d'une société de personnes. Dans une société de personnes, un individu peut contraindre toutes les autres pour agir ou pour bloquer. Il y a un certain nombre de cas où ça se passe comme ça. Donc, l'ego d'une personne est valorisé. Et en tout cas, la loi impose qu'il soit respecté. Dans une société de capitaux, à ce niveau-là de société de capitaux, la personne n'a aucune incidence. Voilà. On regarde que la part, je dirais. Et on va utiliser la coopérative pour justement redonner, humaniser la société de capitaux. Voilà. Alors, dans les sociétés de capitaux, vous avez 3 formes principales. Il y a, historiquement, c'est la société anonyme qui existe depuis Colbert en France et qui existait avant chez les Hollandais. Voilà. Donc, c'est une société où ça permettait de faire un appel à un actionnariat large, de pouvoir rapatrier des capitaux très largement. Le canal de Panama, l'achat de la France de la Floride. Non, pas la Floride. Attendez, je suis pas bon. Du côté est, là où ils parlent français, là encore, de la New Orleans et tout ça. Il faut savoir que c'était une SAS, en fait. Hein, que l'Inde était gérée par une SA aussi. C'était une société privée qui gérait l'Inde, qu'il a refilé au gouvernement quand ça a commencé à barder et qu'ils se sont dit, oula, il n'y a plus des sous à gagner, donc on va donner ça. Voilà, le canal de Suez était une SA, voilà. Et toutes les multinationales sont des SA. Mais aussi des structures un peu conséquentes, mais plus modestes, peuvent être des SA, des sociétés anonymes. Le droit allemand nous a apporté la SARL, qui est la société à responsabilité limitée, qui est plutôt une entreprise familiale ou avec peu d'associés, où, chacun apporte des capitaux, mais ça a évité l'entreprise individuelle où l'individu avait une responsabilité sur tout son patrimoine personnel. Et donc, s'il faisait faillite, dans son entreprise, il faisait faillite à titre personnel. Or, on s'est rendu compte que si on faisait ça, Walt Disney, par exemple, n'aurait jamais fait ce qu'il a fait, parce qu'il a fait 7 fois faillite avant de faire fortune. Et si la première fois qu'il faisait faillite, on lui aurait fait, on l'aurait grillé à titre personnel, il n'aurait jamais pu monter d'autres structures. Or voilà, ça permettait de cantonner à l'entreprise qu'il lançait à chaque fois et donc ça lui a permis de faire ça. Et puis, plus récemment, en fait, il est apparu une forme de société qui a les avantages, pour une fois, des 2 structures, de la SA et de la SARL, et qui n'en a pas les inconvénients. C'est la SAS, la société à responsabilité, la société à action simplifiée. Elle a les avantages de la SA, c'est-à-dire la souplesse juridique des statuts et des conventions entre associés, et également les avantages fiscaux que les transferts de parts se font à 0,1%.
et ça n'a pas les inconvénients de la SA, qui est principalement d'avoir, en plus d'un expert comptable obligatoire, un commissaire aux comptes, qui est également obligatoire. Et du coup, l'expert comptable prend plus cher parce que son travail est contrôlé par un expert au-dessus de lui. Donc, tout ça augmente énormément les frais. Dans une SAS, on n'a pas toutes ces obligations-là. Voilà. Et par rapport à la SARL, l'avantage, c'est que dans une SARL, les transferts de parts sont à 4,5%, alors que dans une SAS, c'est à 0,1%, plus un certain nombre d'éléments juridiques, de mécanismes juridiques qui donnent plus de souplesse, plus de liberté dans les accords qu'il y a entre associés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, presque toutes les coopératives se basent sur une SAS. Ça, c'est le premier niveau de la fusée, qui n'est évidemment pas satisfaisant pour construire un habitat participatif. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute le deuxième niveau qui est la coopérative. C'est là où vraiment les mécanismes entre associés vont pouvoir se mettre en œuvre. La SAS, je dirais, c'est comme dans les vignes, le pied que l'on met en terre, ça permet d'enraciner, mais ceci dit, après, le raisin qui va sortir n'a rien à voir avec le pied que l'on a mis. On va mettre une greffe et c'est elle qui va donner les fruits. Et donc, la coopérative va pouvoir mettre comme règle de base qu'une personne égale une voix, la non-distribution de bénéfices, la non-distribution de la plus-value de liquidation, la gestion, la gouvernance par catégorie de sociétaires. On distingue dans une coopérative les personnes qui sont impliquées des personnes qui sont intéressées. Les personnes qui sont impliquées, ce sont les habitants. Comme je dirais dans une coopérative de salariés, ceux qui sont impliqués, c'est ceux qui sont salariés. Et eux vont avoir des droits supplémentaires par rapport aux personnes qui sont intéressées. Les personnes qui sont intéressées dans une coopérative salariée, ce sont ceux qui mettent du capital. OK, ils peuvent mettre 10 millions d'euros, ils n'auront pas la majorité sur l'ensemble des salariés. Dans une coopérative salariale, les salariés ont minimum 51% des droits de vote. Donc, c'est pour ça qu'on distingue la catégorie des salariés de la catégorie des emprunteurs, des prêteurs, pardon, ou des investisseurs, des contributeurs, on les appelle plutôt dans une coopérative d'habitants. La SIC, le troisième étage Oui, de la SIC. Voilà. Alors, non, c'était les ajouts principaux de la coopérative. Voilà, vous avez déjà ces premiers éléments qui sont essentiels. Et maintenant, on peut rajouter un troisième niveau qui est la SIC. En fait, la SIC, c'est une SAS coopérative dans laquelle on va définir un intérêt collectif, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir un intérêt que pour les habitants, mais également pour l'écosystème qui est autour de la société, c'est-à-dire par rapport aux collectivités locales, par rapport aux associations qui sont à proximité. Voilà, la société coopérative des habitants va avoir une interaction forte, généreuse, je vais dire, dans l'intérêt
de ce qui se passe autour d'elle. Avant, il y avait vraiment un contrôle assez fort de cet intérêt collectif, local, qui était, on ne pouvait pas enregistrer la société sans qu'il y ait un aval du préfet. Aujourd'hui, ça a disparu. Donc, c'est plus facile. Deuxième élément, c'est que dans une coopérative, il y a minimum 2 collèges. Les personnes impliquées, les personnes intéressées. C'est minimum 2 collèges, mais on peut en avoir 10 si on a envie de se compliquer la vie, hein, je dirais, ou s'il y en a une justification. Dans une SIC, il y en a 3 au minimum. Ah, vous m'avez peut-être perdu. Vous m'entendez toujours? Oui. C'est bon, c'est moi, l'image s'est figée à un moment donné, je suis désolé. Donc, dans une SIC, il y a minimum 3 collèges. C'était un élément assez contraignant il y a 10 ans, notamment à l'époque d'Ecoravi. Hein, on était parti plus tôt pour aller vers une SIC. Sauf qu'il fallait notamment un collège de salariés. Et pour ça, il fallait au moins avoir une personne employée à temps plein ou 2 personnes à mi-temps. Donc, c'était un peu compliqué de se dire, est-ce qu'on aura toujours la possibilité d'embaucher quelqu'un à temps plein? Parce que si on ne l'avait plus, on perdait le qualificatif de SIC. Et puis, quand on a poussé un peu plus loin, finalement, quels sont les avantages de la SIC par rapport à une coopérative? C'était qu'on pouvait bénéficier des volontaires européens que l'on sous-paye pour travailler dans la structure, voire qu'on ne paye pas, parce que l'esclavage est aboli théoriquement, mais en fait, dans les associations et dans différentes, je dirais, entreprises, dans le sens d'entreprendre, hein, dans différents éléments qui se disent bienveillants, et ben, finalement, on rend l'esclavage légal. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, j'attire juste votre attention là-dessus. Donc, du coup, Ecoravis se sont dit, mais on va rapatrier 2-3 petites choses qui sont prévues de manière native dans les SIC, notamment les réserves impartageables, que l'on peut mettre en option dans les coopératives. Alors que dans la SIC, c'est une obligation de mettre, alors je ne me souviens plus, mais un certain pourcentage, je crois que c'est 47%, mais je suis plus sûr, hein, à vérifier. Dans une SIC, il y a l'obligation que minimum, il y a 47% qui sont en réserve impartageable. On peut faire plus, mais on ne peut pas faire moins. Dans une coopérative, vous n'avez aucune obligation de minimum, mais vous avez le droit d'en définir un dans vos statuts. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup moins de difficultés de transformer une coopérative en SIC, mais il y a assez peu d'inconvénients, hormis il y a assez peu d'avantages, hormis intellectuellement, ou cette histoire des volontaires européens. Par contre, ça entraîne quelques complications, mais qui ne sont pas insurmontables. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas si j'ai répondu bien tout à l'heure pour le capital variable, parce que la personne qui avait posé la question avait dit « j'ai entendu beaucoup de choses ». Alors, je suis intéressé par ce que tu as entendu, parce que je ne sais pas ce que tu as entendu, mais en tout cas, il n'y a aucun inconvénient au capital variable, il n'y en a que des avantages. Hein, voilà ce que je peux dire en résumé. Oui, j'avais vu les histoires de minimum et maximum, et puis c'était aussi, c'était pas très clair sur ce que j'avais lu sur les déclarations à faire à chaque fois qu'on changeait de capital. Mais du coup, là, c'est clair ce que tu as dit. Et c'est souvent des vieux trucs. Le problème sur Internet, c'est qu'il reste les vieux trucs. Ils n'ont pas forcément mis à jour. Aujourd'hui, il n'y a vraiment plus aucun maximum à mettre.
Et dans les minimums, je vais dire pour simplifier, parce qu'il y a des doubles règles de machin et tout ça, mais c'est 1/4 du capital social. Mais de toute façon, l'idée, c'est de ne pas diminuer le capital social originellement. Généralement, vous êtes plutôt sur un accroissement du capital social. Hein, voilà. Alors ça, c'est en numéraire. Par contre, après, il y a toujours la règle pour toutes les sociétés. Elle ne doit jamais perdre plus de la moitié de son capital social en perte cumulée. Mais ça, c'est une règle comptable dans le fonctionnement financier, qui n'est pas mon propos aujourd'hui. Hein, juste, je l'indique, mais on fera peut-être un autre apéro Zoom un jour sur le mécanisme financier. C'est autre chose. Ou dans les accompagnements, c'est quelque chose qui est abordé. Sauf que la mécanique que l'on met en marche au niveau des passages est très différente. Ça va permettre que chaque actionnaire trouve une sécurisation plus importante à mettre son argent qui est en réserve dans la coopérative plutôt que dans la banque, en ayant une disponibilité qui lui soit suffisante. Et on va trouver par là la possibilité de générer un projet qui est bien plus joyeux que ce qui était prévu à l'origine. Et en plus, ça va pouvoir générer de la mutualisation et de la solidarité entre les associés, mais aussi entre les écolieux qui ont le même fonctionnement, qui va permettre de temps en temps de dire on a un excès de trésorerie, on peut le mettre à disposition, et de temps en temps, on a besoin d'un peu plus de trésorerie, on récupère un possible financier. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je ne peux pas dire plus. Pareil, ça a demandé une journée. Voilà, donc c'est en 10 minutes, en 5 minutes, c'est ce que je peux dire. Mais voilà, c'est juste pour vous faire un peu pétiller et pour vous ouvrir le champ des possibles. Et vous dire, voilà, on peut faire des choses comme ça.